Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis absolument ravie d'avoir été invitée à cet événement qui me paraît important. Parce que, comme vous le savez, quand on travaille en France, et plus particulièrement moi qui suis amenée à travailler à Paris puisque je travaille au siège national, même si nous avons des délégations dans toute la France et dont une dans le Grand Est, on s'aperçoit très souvent que les choses sont très concentrées sur Paris et qu'on a tendance à oublier qu'il y a des réalités qui peuvent se passer ailleurs et qui sont équivalentes aux nôtres et en plus avec parfois même des difficultés différentes parce que si je prends l'exemple du transport, par exemple, c'est vrai que nous, c'est relativement aisé pour nous. Mais là, je peux vous dire que faire l'expérience de venir de la gare jusqu'à ici, c'est pas aussi simple que ça. Donc, j'avais oublié qu'effectivement, on peut être parfois aussi dans des situations pas toujours évidentes. Et d'autre part, ce qui me fait plaisir de faire ce topo, c'est d'une part vous montrer que les choses ont beaucoup évolué lors de ces 30 dernières années, ce qui est plutôt très encourageant parce que lorsque vous travaillez comme nous sur les violences faites aux femmes et plus particulièrement les mutilations sexuelles féminines, là, je vous rappelle pour mémoire qu'une femme meurt en France tous les 2 jours et demi des violences de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et ça, ce sont des chiffres qui ne diminuent pas. En France, il y a 2 chiffres qui diminuent dans le monde. C'est ce qui concerne les mariages précoces et plus particulièrement les mutilations sexuelles féminines dont je vais vous parler maintenant. Il faut savoir que d'après les derniers chiffres de l'UNICEF, on est à environ 200 millions de femmes mutilées sexuellement. Quand on dit 200 millions de femmes mutilées sexuellement, en général, même si on connaît le sujet, on pense immédiatement à l'Afrique subsaharienne et à l'Afrique noire. Alors qu'en fait, dans ces 200 millions, il y a 70 millions de femmes indonésiennes. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on comprenne que l'excision n'appartient pas, ne sont pas pratiquées que sur le continent africain, que l'ensemble du continent africain ne le pratique pas, que dans un même pays, il y a des personnes qui peuvent le pratiquer et d'autres pas. Donc c'est important de relativiser l'importance de ces chiffres et de bien comprendre que même si on peut s'appuyer sur des données scientifiques, ce n'est pas le cas pour certains pays. Pour certains pays, on est plutôt en termes d'estimation. Pour d'autres pays, on a ce qu'on appelle les études démographiques et de santé. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent des agents de l'INSEE qui viennent faire le recensement, qui vous posent un certain nombre de questions sur vos études, si vous avez des enfants ou pas, si vous avez des études ou pas. Là, en plus, il y a des questions sur êtes-vous excisé, à quel âge avez-vous excisé, si vous avez des enfants, est-ce que souhaitez-vous les exciser, etc., etc. Selon les pays, le centre qui coordonne ces études a l'autorisation ou pas des politiques de faire ce recensement en y ajoutant des questions sur les violences faites aux enfants, sur les violences faites aux femmes et plus spécifiquement sur les mutilations sexuelles féminines. Mais ça nous donne quand même un ordre d'idée. Pour la France, on a environ 42 000 à 61 000 femmes qui sont mutilées sexuellement. Ça, ce sont des chiffres qui datent de 2007. Ils devraient être réactualisés en cours de l'année, soit d'ici la fin de l'année, soit en début d'année prochaine. Donc, on aura une vision un peu plus claire. En tout cas, la dernière étude qu'on a faite pour l'Europe donnait des résultats relativement semblables. La seule chose qui changeait, c'était que le nombre d'enfants encore menacés de mutilation sexuelle féminine aurait diminué. On n'aurait plus 30% d'enfants à risque, on aurait entre 10 et 20% d'enfants à risque. Pour les autres chiffres, ils restent relativement similaires. Mais comme les méthodologies... C'est difficile de comparer 2 études. J'ai parlé trop longtemps, voilà. C'est difficile
de comparer deux études, mais ça vous le savez, lorsque ce n'est pas la même méthodologie qui a été utilisée. Donc il faut prendre les choses avec du recul. Il faut savoir aussi, et ça c'est important pour parler de la France, que toutes les régions ne sont pas impactées de la même façon. La région la plus concernée est la région parisienne, mais vous êtes en Alsace-Lorraine, enfin le Grand Est. Et il se trouve que avec les mouvements migratoires actuels, beaucoup, je pense notamment aux réfugiés, beaucoup quittent l'Allemagne pour s'installer en France et ils se rapprochent de l'Alsace-Lorraine et du Grand Est. D'autres viennent aller traditionnellement plutôt vers les pays du Nord qui sont anglophones, je pense notamment aux femmes d'origine somalienne, soudanaise, érythréenne, djiboutienne, kenyanes, qui venaient essentiellement d'Europe de l'Est. Elles ont tendance maintenant à venir s'installer en France, alors que ce n'était pas du tout le cas précédemment, parce qu'il y a à la fois le Brexit, j'ai envie de dire d'un côté, donc la peur de ne pas réussir à aller en Angleterre, et même si on va en Angleterre, l'impossibilité de pouvoir se faire régulariser, et dans les autres pays du nord de l'Europe, qui traditionnellement étaient des pays extrêmement accueillants en termes de migrants et en termes de demandeurs d'asile, ils ont rigidifié très très fort leur politique migratoire, ce qui fait que nous avons de plus en plus de migrants en France. Et dernier point, mais on a l'occasion d'y revenir, nous avons conservé aussi les populations que nous recevions traditionnellement de nos anciennes colonies. Donc actuellement, on est dans un moment où oui, les chiffres sont encourageants, les chiffres sont bons. On n'a pas travaillé pour rien depuis 30 ans pour certains, 40 ans pour d'autres, que ce soit dans les pays concernés ou que ce soit en France, mais il y a encore du travail puisque nous avons 3 millions de femmes dans le monde qui sont encore menacées. Alors, voilà, quand on se représente les mutilations sexuelles féminines, on se représente avant tout... Je ne sais pas comment ça marche, on va voir. Voilà, le continent africain. Voilà. Spontanément, on vous pose la question, où est-ce que se passent les mutilations sexuelles féminines ? Elles se situent dans le continent au sud du Sahara. Donc là, ça remonte vers l'Égypte. Par là, on a le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. On oublie complètement l'Indonésie. On oublie l'Inde, le Pakistan et le Sri Lanka. On peut rajouter maintenant le sud de la Thaïlande parce qu'on en est sûr. On vient de découvrir, ça faisait un petit moment qu'on travaillait là-dessus, mais là on a la preuve, qu'il y a des cliniques privées à Moscou et à Saint-Pétersbourg qui excisent des enfants. C'est-à-dire qu'à ce jour, le seul pays où il y avait 2 pays où on avait des excisions pratiquées par des professionnels de santé, à commencer par des médecins ou des sages-femmes. Certains pouvaient même être gynécologues, obstétriciens. C'était l'Égypte, où plus de 50% des excisions sont pratiquées par des professionnels de santé. Et c'est l'Indonésie également, où vous allez à la PMI, vous présentez votre enfant, et l'excision est pratiquée par un professionnel de santé. La Thaïlande, ça se fait aussi au bloc opératoire. Moi, j'ai vu des photos des blocs opératoires où on pratique l'excision. Et pour Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est pareil. C'est un peu du même ordre d'idée. C'est extrêmement médicalisé. Ça n'a aucune... si je prends l'exemple, par exemple, de la Colombie ou du Pérou, c'est vraiment des populations autochtones qui se sont mis à le pratiquer. Pareil pour l'Australie, quelques groupes aborigènes qui le pratiquaient. Pour tous les autres, ce sont soit ça existait au préalable, soit ça a été importé par des mouvements de population et des rigidifications, une montée du communautarisme qui traverse la France, qui traverse votre région, mais qui traverse aussi tout à fait, les populations à l'échelle planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près sûr que 4 continents sur 5 sont concernés. Donc vous pouvez très bien recevoir une dame blonde aux yeux bleus qui a subi une excision, bien que pour vous,
c'est peut-être pas la première chose auquel vous auriez pensé, soit en l'accouchant, soit en l'examinant avant l'accouchement, soit au moment de l'accouchement, parce que parfois elles arrivent en plein travail aux urgences, et là vous découvrez à ce moment-là qu'elles ont subi une... Décidément, les petits poissons, ils sont bien présents. Hop, hop, là. Oui, c'est bon. Donc, en fait, moi, je tiens vraiment important à montrer que ça concerne tous les pays du monde, que l'on a des données chiffrées les plus exactes, c'est l'Afrique, on va y venir. Mais quand vous recevez du public, on insiste nous beaucoup sur le questionnaire, sur la question des violences faites aux femmes, et ça doit faire aussi partie des questions que vous devez poser aux populations parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on l'imagine. Certaines populations ont du mal à en parler, c'est notamment le cas des Égyptiennes pour lequel c'est vraiment de l'ordre du secret. Très peu de gens sont au courant, alors que l'Égypte avec la Guinée-Conakry sont les deux pays qui ont la prévalence la plus élevée au monde. En tout cas, pour les données scientifiques dont nous disposons à ce jour. Peut-être qu'un jour, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres pays où on a encore des données scientifiques encore plus élevées. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Sur le continent africain, on a des données relativement exactes parce qu'on a ces études démographiques et de santé qui sont faites avec des partenaires locaux. En France, nous, c'est l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Et dans chaque pays, vous avez des équivalents qui mènent donc ces enquêtes de santé. Elle touche aussi le HIV, c'est-à-dire qu'elle touche à différents sujets qui tournent autour de la santé de la reproduction, de la vie sexuelle, mais en y intégrant également la question des violences, dont les mutilations sexuelles sur les petites filles. Il se trouve que quand le colonisateur, notamment la France, s'est implanté au niveau du continent africain, là, avant, on avait ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Donc nos migrants venaient traditionnellement plutôt de ces pays-là, donc de l'ouest de l'Afrique, parce que, à l'exception de la Gambie qui est anglophone, la Guinée-Bissau, c'est le portugais, mais pour le Libéria, c'est l'anglais, mais le reste, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Bénin, Mauritanie, Mali, etc., ce sont des francophones. Donc, à partir de là, ils vont de fait migrer plutôt vers des zones qu'ils connaissent parce qu'ils y ont connu ils connaissent un peu la langue de l'ancien colon et ça continue parfois à être enseigné dans les écoles et c'est la langue avec laquelle ils apprennent à lire et écrire. Mais ça montre bien, je vous le disais tout de suite, on va avoir des populations notamment demandeuses d'asile, je ne sais pas si vous en avez peut-être, enfin vous en avez même sûrement, on va avoir donc des populations qui vont venir de plus en plus d'Égypte. Avant, elles restaient surtout en France, dans le sud de la France, du côté de Marseille, etc. Là, elles ont tendance à remonter sur Paris. Elles quittent le sud de la France pour remonter vers le nord. Il y a des événements sociopolitiques récents. La Somalie, le Yémen qui est en guerre, il y a aussi beaucoup de monde. L'Éthiopie également, le Kenya. Bon, vous le voyez, c'est quand même très généralisé. Mais toutes ces petites, lignes blanches que vous voyez, ça, ce sont la façon dont les colonisateurs, parce qu'il n'y a pas que la France qui a colonisé le continent africain, ont séparé les terres, sans tenir compte que, par exemple, si je prends un exemple, les habitants du Bas-Rhin et les habitants du Haut-Rhin ont décidé de les séparer en deux et ont considéré, par exemple, que ceux du Haut-Rhin s'appelleraient ceux du Haut-Rhin et ceux du Bas s'appelleraient ceux du Bas-Rhin, sans qu'on les appelle, mais alors qu'en fait, au départ, c'est la même population qui occupe la région du Rhin. Là, c'est exactement la même chose. On s'est servi des frontières naturelles, des montagnes, des fleuves,
pour faire un découpage. Alors qu'avant, on avait dans la même zone, toute cette zone-là, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, etc., ce qu'on appelle l'Empire mandé, l'Empire des Mandingues. Et cet empire, ce sont les mêmes populations qui ont pris des noms différents selon l'endroit où elles se trouvent. Par exemple, les Bambara, au Mali, on va vous parler des Bambara, et en Côte d'Ivoire, on va les appeler Dioula, mais c'est exactement la même population. Les Soninké du Mali, par exemple, on va les appeler Sarakolé au Sénégal, mais c'est exactement les mêmes populations. Donc elles portent, s'il y a une ethnie, enfin il y a eu un empire principal qui a été dépecé par un découpage géographique, mais les ethnies ont conservé leur ADN. Autrement dit, ont conservé leurs traditions, leurs valeurs, leurs coutumes, qu'elles soient positives ou négatives. Cependant, les choses avancent, et ça c'est intéressant. D'une part parce qu'on est toujours aussi un peu aussi dans l'idée que les filles étaient excisées par un rituel de passage qui permettait de passer de l'enfance à l'adolescence, et qu'on le faisait sur des jeunes filles à la préadolescence ou à l'adolescence. Et surtout qu'on a très bien travaillé en protection maternelle et infantile et en planification familiale, ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des enfants, sur les territoires africains ou les territoires pour lesquels on a des données chiffrées, on s'aperçoit que les enfants sont excisés de plus en plus jeunes, donc avant l'âge de 5 ans. Vous voyez le Nigeria, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais montrer le Nigeria. Vous voyez, quasiment toutes les petites filles sont excisées avant l'âge de 5 ans. Le Mali, pareil. Donc, plus on monte, plus on s'aperçoit qu'il y a encore des populations très attachées au fait qu'on pratique l'excision tardivement ou plus tardivement. Ça peut être autour de 10 ans, par exemple, d'une dizaine ou d'une douzaine d'années. Ça peut être autour de 6-7 ans. Et dans certains pays, c'est même très très jeune. Au Mali, par exemple, c'est plutôt aujourd'hui au 7e jour après la grossesse, quoi. En tout cas, dans les 5 premières années de la vie. Par contre, en France, on a eu une augmentation de l'âge auquel les jeunes filles étaient excisées, notamment parce qu'il y a eu ce travail en PMI et CPEF, ce qui fait que maintenant, les jeunes filles à risque, elles ont plus de 6 ans, donc elles ont quitté l'âge PMI, il n'y a pas de médecine scolaire. Certains collègues les voient en centre de planification et d'éducation familiale alors qu'on pensait qu'elles étaient excisées, d'autres les voient en maternité lorsqu'elles accouchent. En tout cas, le constat est fait à un moment ou à un autre qu'elles ont été excisées, mais quand on remonte avec elles l'histoire de leur excision, on s'aperçoit que les parents ont évité toute la période où elles pouvaient être suivies médicalement, je parle pour la France, et où on pouvait, où les familles savaient qu'elles pouvaient être jugées et condamnées pour avoir fait exciser leur enfant. Alors, voilà, on est aussi dans l'idée que c'est toujours les exciseuses traditionnelles qui pratiquent le plus l'excision. Alors oui, c'est très clair dans certains pays, au Sénégal, par exemple, c'est très clair, il n'y a quasiment que les exciseuses traditionnelles qui le font. Le Niger, pareil, Guinée-Bissau, Gambie, Côte d'Ivoire, jusqu'à la République centrafricaine. Et puis après, on voit, selon des pays, il peut y avoir des différences. Par exemple, en Irak, c'est assez surprenant, parce que ça se pratique essentiellement, ça se pratique notamment au Kurdistan, et il y a assez peu de développement de dispensaires ou de lieux médicaux ou paramédicaux, donc c'est assez surprenant que ce soit autant médicalisé. Le Yémen, c'est pas étonnant, parce qu'au Yémen, c'est dans la capitale qu'on excisait le plus par rapport aux campagnes. Ça, c'était avant la guerre civile, malheureusement, je ne sais pas ce que ça va devenir. Mais on voit à quel point l'Égypte est quand même très, très médicalisante par rapport aux autres, puisqu'on avoisine presque des 80%, donc des jeunes filles, adolescentes, enfants, excisées par un professionnel du corps médical. J'aimerais avoir la même chose pour l'Indonésie, je ne l'ai pas encore, mais il ne faut jamais désespérer de rien. Alors voilà la bonne nouvelle de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en 30 ans,
on a obtenu des résultats, enfin en 40 ans, pardon, on a obtenu des résultats qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire, je l'ai dit, travailler sur les violences faites aux femmes, on a l'impression qu'on est tout le temps sur les mêmes chiffres, alors qu'en fait, ça baisse. C'est-à-dire que si on avait 53% de femmes excisées âgées de 45 à 49 ans, pour celles qui ont entre 15 et 19 ans, on est déjà passé à 36. Selon certains pays, c'est pas, la diminution est particulièrement notable. Si on prend l'exemple du Libéria, on est passé de 72% à 31%. Le Burkina Faso, on est passé de 89% à 58%. Le Kenya de 41% à 11%. Et l'Égypte, on a les derniers chiffres sont plutôt autour des 70%. Mais là, c'est pareil. L'Égypte, c'est très compliqué parce qu'il y a des moments où la loi condamne, il y a des moments où la loi ne condamne pas. Il y a des moments, bon, puis il y a une histoire un peu compliquée contemporaine qui a un peu compliqué les choses. Mais on s'aperçoit que partout, les campagnes de sensibilisation, les campagnes de formation des professionnels, sensibilisation du public, formation des professionnels, scolarisation de tous les enfants, approche holistique en général, c'est-à-dire on a une loi, on l'applique et on va jusqu'au bout. Donc c'est quand même plutôt extrêmement encourageant. Ça veut dire que les choses avancent bien. On le voit très bien là sur ce schéma, par exemple. Vous voyez, même dans les pays à haute prévalence, comme la Sierra Leone, on est passé de 96% pour descendre autour de... Avec les lunettes, c'est pas triste. Autour des 80%, un petit peu moins. Vous voyez un autre pays comme le Burkina Faso, la chute est assez spectaculaire. Le Burkina Faso, et puis qui a l'approche la plus holistique, Thomas Sankara avait commencé déjà en 1975 à faire des campagnes de prévention à la radio en langue locale pour que les populations comprennent les dangers liés à la santé en ce qui concerne l'excision, notamment les complications médicales. On le voit aussi pour le Libéria. Le Kenya, qui avait une prévalence moins élevée, diminue. Le Centrafrique aussi, la Tanzanie aussi. Donc on voit que ces pays, de plus en plus de pays abandonnent publiquement la pratique, de plus en plus de pays ont une législation et l'appliquent concernant les mutilations sexuelles féminines, ce qui peut être un moyen de protéger les enfants, même si la répression ne suffit pas. Il faut tout mélanger, il faut tout faire. Il faut faire à la fois de la prévention, à la fois de punir, j'ai envie de dire, les auteurs, faire des sanctions. Donc il faut travailler à tous les niveaux et se dire que plus on sera nombreux à le faire, plus on a de probabilité que ça diminuera assez vite. Voilà, en 3 générations, au Kenya, on voit à quel point ça a pu descendre. Vous voyez, on est parti sur des taux très élevés. Ce que vous voyez en haut, les noms que vous voyez en haut, c'est le nom des principales ethnies du Kenya. Excisantes. Voilà, celles-ci, les Kalenjin. Ensuite, vous avez les Kamba, les Kikuyu et les Meru. Et vous voyez, on est en train de s'approcher pour les jeunes filles de 15 à 19 ans, entre 0 et 10%, alors que pour les femmes de 45 à 49 ans, on était sur des prévalences beaucoup plus élevées. Voilà. Alors, la question qui se pose, pourquoi nous, en France, on a l'impression que ça ne baisse pas, que ça continue toujours longtemps et qu'on en a dans vos consultations ou dans vos observations de terrain ou dans vos cabinets respectifs ou à l'hôpital, vous constatez ce genre de situation. C'est parce que, si je prends l'exemple du Mali, par exemple, qui est très, très représenté en France, on voit bien à quel point ça résiste, aussi bien chez les jeunes femmes que chez les femmes plus âgées. Les Djiboutiennes qui viennent vers la France aussi, on voit à quel point les choses bougent peu. La Somalie est en train de venir vers la France, donc là c'est pareil, les chiffres sont toujours très très élevés. Le Sénégal aussi plafonne. Donc en fait, les pays qui viennent vers la France, puisqu'on est l'ancien colonisateur,
ont tendance à avoir une prévalence qui diminue pas, voire pas du tout. C'est pour ça que vous, sur le terrain, vous allez observer des situations où vous dites, mais voilà, Madame Gilles-Faye, elle nous a raconté n'importe quoi, elle nous a dit que ça baissait, et moi, dans ma matière, je suis comme Rada Hatem en Seine-Saint-Denis, j'en ai 14%, ou Sarah Abramovic à Montreuil, qu'on a 12% qui accouchent chaque année, donc ça baisse peut-être pas tant qu'on l'imagine. Si, ça baisse, mais comme on a le biais de recevoir des populations qui viennent de nos anciennes colonies, on a cette impression de stagnation. Mais pour comprendre ce mouvement qu'on peut appeler stagnation, repli identitaire, communautaire, etc., pensez toujours qu'à Québec ou en Louisiane, on continue à pratiquer la cuisine dite française, on parle un parler français, on a des chants, des danses, des traditions qui sont celles de nos arrière-grands-parents, et on les a gardées et on les a fait perdurer. Et pendant très longtemps, on a empêché les mariages entre jeunes filles francophones et hommes anglophones et vice-versa. Donc tout peuple en situation d'exil a tendance à se rattacher à des valeurs refuges. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un pays, c'est pas parce que vous arrivez dans un nouveau pays, du jour au lendemain, vous oubliez tout. En plus, il y a un conflit de loyauté par rapport aux personnes que vous avez laissées derrière vous. Donc vous voulez montrer quelque part que c'est pas parce que vous êtes parti en migration que vous avez perdu votre identité. Et l'excision appartient aussi à ce modèle identitaire. A fortiori, quand vous arrivez dans un pays comme la France, où pour certaines familles, pas pour toutes les familles, mais elles trouvent que nous avons une façon de vivre, notamment au niveau des femmes, assez permissive, et que nos maris, pour faire simple, ne savent pas nous tenir. Ce qui est absolument inenvisageable, que si on n'est pas sous la tutelle du père, on est sous la tutelle du mari, et il n'est absolument pas envisageable qu'une jeune fille puisse être autonome, pas comme les dauphins. Donc on est face à des poches de résistance, mais on va y arriver. Enfin, je veux dire, là, on a gagné la bataille du primaire pour les filles, ce qui nous a fait reculer grandement et l'excision et le mariage précoce. On va se battre maintenant pour l'élément, le primaire, enfin non, pour le collège. Mais je pense qu'à force de faire monter l'âge de la scolarisation, plus ça ira, moins il y aura ces pratiques seront moins importantes. Aujourd'hui, grâce au travail de nombreux médecins, de nombreux professionnels de santé, la mortalité maternelle et infantile a diminué sur le continent africain, mais il y a encore une forte fécondité. Donc en fait, il y a énormément d'enfants qui naissent encore, puisqu'elles n'utilisent pas les moyens de contraception. Elles n'utilisent quasi exclusivement que les moyens de contraception naturelle, à quelques exceptions près. Donc de fait, il va y avoir peut-être encore une tendance à la hausse pour les 15 prochaines années, mais si on continue à ce rythme-là, sur une pratique vieille de plus de 26 siècles, on pense qu'on va réussir à aller beaucoup plus vite. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le découpage ce que vous voyez par exemple en rouge, là, c'est tout ce qui correspond anciennement à l'Afrique équatoriale et à l'Afrique occidentale française. Ce pays-là, c'est la Mauritanie. Juste à côté, c'est le Mali. Juste là, c'est le Sénégal. En dessous, vous avez la Guinée, puis la Côte d'Ivoire. Et donc, vous voyez que tout ce qui était en rouge, ça correspondait à un seul et même environnement. Les gens avaient des langages proches, avaient les mêmes pratiques culturelles, etc. Mais ils se retrouvent maintenant avec des nationalités différentes. Et on voit bien qu'à l'intérieur d'un même pays, il n'y a aucun pays au monde où c'est tout rouge partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays où c'est 100%. Il y a toujours des lieux où les hommes et les femmes s'opposent à la pratique. Un exemple très concret, celui du Sénégal.
Voilà. Moi, quand on m'appelle au bureau ou qu'on appelle mes collègues au bureau, on leur dit souvent oui, alors moi j'ai la famille machin qui part dans tel ou tel pays. Est-ce qu'il y a un risque? Mais le risque, moi, c'est pas tant l'ethnie, la nationalité qui va pouvoir me l'indiquer, c'est la région d'origine. Voilà pourquoi, parce que quand vous regardez le Sénégal, par exemple, Dakar, il y a quand même encore 20%, mais par contre, la même petite fille qui naîtrait à Thiès, c'est 70 km de Dakar. Il n'y a que 4%. Diourbel, on a 1%. Alors par contre, cette petite fille, elle part dans la zone nord, et en particulier sur toute la zone est du pays et sud-est du pays, on a des taux qui peuvent monter jusqu'à 92%. Donc vous voyez, dans un seul et même pays, c'est comme si en Corse, ça ne se pratiquait pas, et ça se pratique en Normandie, et ça se pratique en Île-de-France, mais ça ne se pratique pas en Alsace-Lorraine. Vous voyez, c'est comme ça un peu que la gestion de l'espace. La question des ethnies, oui, alors vous voyez, en fonction de la région dans laquelle on se trouve, s'il y a des gens très excisants, on se met à exciser à qu'on n'excise pas a priori beaucoup. C'est le cas, par exemple, des Wolofs, 0,2% à Dakar. Par contre, quand ils sont à Sédhiou, on est à 95% ou 84% à Kédougou. Donc le rôle de la pression sociale joue un rôle essentiel. La peur du candidaton est absolument indéniable. Donc, quand on demande aux gens pourquoi ils continuent à exciser, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'en ai pas le temps, en fait, on s'aperçoit que la première motivation, c'est l'acceptation sociale, c'est la norme, ça s'est fait, ça s'est toujours fait, ma grand-mère l'a fait, mon arrière-grand-mère l'a fait, etc. Donc, je continue de le faire. Maintenant, dans la majorité des pays, on s'aperçoit que les garçons et les hommes revendiquent le fait que ça doit cesser. Malheureusement, même s'ils le disent, leur voix est malheureusement insuffisamment entendue, mais ça montre qu'il y a une désapprobation de plus en plus importante. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et j'aurai l'occasion de... Bon, enfin, je ne sais pas si on répondra aux questions à la fin, peut-être. Voilà, on répondra aux questions à la fin. Mais en tout cas, je laisserai de la documentation si vous voulez mieux nous connaître et approfondir vos connaissances sur le sujet à l'entrée de la conférence. Voilà, merci beaucoup.